Nommé le 9 septembre dernier en remplacement de Philippe Lacoste, le nouvel ambassadeur de France au Tchad, a présenté ses lettres de créance au président de la République Idriss Déby Itno ce 18 octobre. La cérémonie s'est déroulée à Amdjaras, chef-lieu de l'Enedi-Est. N'Djamena, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a reçu une délégation de la Fédération internationale pour la planification familiale, les actions de l'IPPF au Tchad au centre de discussion. Et puis le ministre des Infrastructures et celui de la Justice visite le chantier de construction de la maison d'arrêt de Klessoum. Après 2 mois de travaux, le chantier, il y a plus de 30%. Les 2 ministres appellent au respect des normes contractuelles. Nous sommes le 18 octobre, c'est vendredi, vous êtes sur Télé Tchad. Bonsoir et bienvenue. Bertrand Kocheri, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Tchad, a remis ce matin au président de la République Idriss Déby Itno ses lettres de créance, l'accréditant au Tchad. La cérémonie s'est déroulée à Amdjaras, dans le chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Elle a vu la présence du ministre des Affaires étrangères et quelques proches collaborateurs du chef de l'État, Nassounou Djiti. Le Tchad et la France entretiennent de bonnes relations marquées par des contacts réguliers à plusieurs niveaux. Ce 18 octobre 2019 à Amdjaras, il est question de tonifier et porter au summum cette coopération exemplaire. C'est ce qui explique la nomination d'un nouvel ambassadeur. C'est un diplomate de carrière qui a présenté ses lettres de créance l'accréditant auprès du chef de l'État Idriss Déby Itno. Bertrand Kocheri a été représentant de son pays en Guinée-Conakry et au Congo-Brazzaville, son dernier poste avant le Tchad. Le président de la République Idriss Déby Itno l'a encouragé à maintenir au plus haut niveau la coopération entre N'Djamena et Paris, une coopération agissante et fructueuse. J'étais doublement honoré de lui présenter mes lettres de créance et de le faire ici à Amdjaras. Comme je lui ai dit, dans l'intimité et dans l'immensité de ce cadre superbe qu'est Amdjaras. Et donc cette cérémonie a pris du coup un lustre particulier, un relief particulier. Ça nous a permis d'échanger de faire un premier tour d'horizon d'une relation franco-tchadienne qui est excellente, qui repose sur des piliers forts, notamment l'engagement courageux des troupes tchadiennes pour la sécurité de la bande sahélo-saharienne, mais nous avons aussi parlé des enjeux de développement du pays. Et j'ai redit au président toute ma détermination à engager la totalité des instruments français, que ce soit ceux de l'ambassade, de l'Agence française de développement, d'Expertise France, aux côtés de son pays, pour les Tchadiennes et les Tchadiens. Bertrand Kocheri est nommé le 9 septembre dernier en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Tchad. Il entend contribuer efficacement au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le nôtre. N'Djamena, maintenant, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a accordé une audience cet après-midi à une délégation de la Fédération internationale pour la planification familiale, délégation conduite par son président région Afrique Antonio Rosario. Les actions de l'IPPF au Tchad à travers l'Association tchadienne pour le bien-être familial, ASTBF, étaient au centre des discussions. Nassounou Djiti. La Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, est créée il y a très exactement 66 ans. Elle est présente dans 66 pays au monde. Au Tchad, la Fédération internationale pour la planification familiale est visible à travers l'Association tchadienne pour le bien-être familial, ASTBF, qui totalise aujourd'hui 28 ans d'existence. Ce 18 octobre, la très forte délégation de l'IPPF est venue à la rencontre du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, à l'effet de faire un plaidoyer en faveur des actions de l'ASTBF pour un accès total des familles tchadiennes au service de planification familiale. Les échanges entre la délégation de l'IPPF, conduite par le président en charge de la région Afrique, Antonio Rosario,
celle de l'Association tchadienne pour le bien-être familial et le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République ont duré 1 heure. Notre visite, c'est vraiment une visite de courtoisie, mais surtout de respect et aussi d'engagement vis-à-vis de l'IPPF, qui est la Fédération internationale du planning familial et du bien-être de la famille, auprès du gouvernement et de l'État tchadien et aussi de la population du Tchad, mais également à notre association membre qui est l'ASTBF, l'Association tchadienne pour le bien-être familial, de toutes les activités et les résultats et les impacts qu'ils ont obtenus auprès de la population du Tchad dans le cadre de la santé, de la reproduction et du planning familial. Et avant de prendre congé de la forte délégation de l'IPPF, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a rassuré ses interlocuteurs qu'il transmettra leur plaidoyer à son illustre destinataire. L'agenda de la délégation de la Fédération internationale pour la planification familiale au Tchad prévoit des rencontres avec d'autres membres du gouvernement. Série d'audiences au ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre Mohamed Ismaël Chaibo a reçu chacun à son tour l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, le représentant du HCR au Tchad, le représentant de la fondation Bill et Melinda Gates et la représentante résidente du PNUD au Tchad. Les entrevues ont porté sur la contribution de ces institutions pour les prochaines élections. Mamadou Marmoursal. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Soré, accompagné de son staff, est reçu par le ministre de l'administration du territoire et de la collectivité décentralisée, Mohamed Ismaël Chaibo. L'entrevue a porté sur l'appui de l'Union européenne au Tchad dans le cadre des futures échéances électorales, le financement de la phase 2 du PASOK et la prochaine signature axée sur la décentralisation au Tchad. Le point sur le processus électoral actuel est donc de lui confirmer que l'Union européenne était sur le point de pouvoir signer la convention de financement pour le projet qui sera mis en œuvre par le PNUD pour appuyer le gouvernement du Tchad dans l'organisation de ces élections. Nous sommes convenus avec le ministre maintenant de déployer tous les efforts possibles pour la deuxième phase de ce projet qui va permettre d'appuyer un certain nombre d'organisations de la société civile et puis de continuer à parfaire l'environnement législatif et juridique qui encadre le fonctionnement des organisations de la société civile et ainsi que des ONG. L'instance d'après, le ministre de l'administration du territoire reçoit une délégation du HCR conduite par Mbaoumba Mbili. Celle-ci porte essentiellement sur la condition de vie des réfugiés vivant sur les sols tchadiens et comment impliquer davantage d'autres acteurs pour une solution durable. Nous sommes venus discuter avec son Excellence de questions relatives aux réfugiés, notamment ce qui concerne l'appui que donne le Tchad et l'appui qui est attendu également des humanitaires que nous sommes par rapport au gouvernement tchadien et par rapport aux populations tchadiennes. Ensuite, le ministre a reçu également en audience la délégation de la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Aliko Dangote, représentés respectivement par Michael Galway et Ahmed Iya. Ils se sont entretenus sur le cas de polio constaté dans quelques provinces du pays. Je suis ici pour assister le gouvernement pour améliorer la situation d'immunisation de routine, particulièrement en lac Kanem et Hadjalamis. La quatrième et dernière audience est celle accordée par le ministre de l'administration du territoire à la représentante résidente du PNUD au Tchad, Carole Flore. Elle est axée sur 3 points. Il s'agit entre autres le renforcement des contacts sociaux des réfugiés, renforcer la sécurité communautaire et accompagner le Tchad dans l'organisation des élections. Le premier axe, c'est renforcer le contrat social entre les autorités locales et la communauté. Et ça, nous le faisons à travers la construction des infrastructures qui permettent aux populations locales d'avoir accès aux services sociaux de base. Et donc, nous sommes en train de voir avec le ministre de tutelle, qui est le ministre de l'administration du territoire, comment nous pouvons mieux encadrer la commission électorale et le CNDP. Comment est-ce qu'on peut regarder les préoccupations
préoccupation des bailleurs, c'est-à-dire il faut qu'un chronogramme soit partagé, il faut qu'un budget soit élaboré, il faut qu'on regarde un peu l'espace démocratique pour que tout ça assure que nous avons un environnement serein, propice, paisible pour aller aux élections législatives. Ces échanges entre le ministre de l'administration du territoire et des collectivités décentralisées, Mamad Ismaël Chaïbo, et les différents partenaires techniques et financiers convergent toutes pour le bon déroulement des élections, à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité pour le développement durable du Tchad. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdraman Moukhtar, et celui de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimé Arabi, ont effectué une visite sur le chantier de construction de la maison d'arrêt de Klessoum, une visite pour s'enquérir de l'évolution du chantier. Et justement, qu'en est-il sur le terrain? Constat Falambi Sougan. Constater des visu l'évolution du chantier de construction de la maison d'arrêt de Klessoum est le mobile de la visite du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement et son collègue de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Des cellules des femmes en passant par celles des mineurs et du quartier de haute sécurité réservé aux détenus supposés dangereux, les membres du gouvernement sont impressionnés par l'évolution du chantier en l'espace de 2 mois de travaux, malgré la saison de pluie. Et de par ce constat, nous sommes satisfaits que les travaux avancent à grands pas. La construction a repris il y a de cela 2 mois et l'évolution va autour de 30%. Donc nous osons espérer que d'ici 4-5 mois, on puisse parachever les travaux de construction de la maison d'arrêt de Klessoum. Vous savez, malgré la situation très difficile du pays, le chef de l'État a accordé une priorité pour la construction de cette maison d'arrêt de Klessoum, parce que nous souffrons d'une surpopulation carcérale et l'actuelle prison d'Amsinene vraiment ne répond pas aux normes internationales. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement appelle l'entreprise Wadikundi, en charge de la construction, à respecter les cahiers des charges. Avec tout ce qui a été fait jusque-là, on est dans les environs donc, de 30% donc, des travaux. Et nous pensons que si l'entreprise, le bureau de contrôle maintiennent le rythme, et c'est de s'attendre, par exemple, là, au délai normalement imparti. Et de tout ce que nous disons déjà à l'entreprise comme au bureau de contrôle, c'est de bien respecter les normes retenues donc, dans le cahier des charges. Et c'est de ça là que nous sommes venus nous enquérir pour voir est-ce que, disons, les voiles normalement offerts au niveau de ces prisons donc, sont faites d'une manière donc, correcte. Le directeur technique de l'entreprise rassure ses hôtes que le délai d'exécution sera respecté. Je pense que nous avons 4 mois qui restent devant nous. Donc après la pluie, nous allons mettre les équipes, nous allons peut-être doubler les équipes pour rattraper les retards dus aux intempéries. Étendue sur une superficie de 170 mètres carrés, la maison d'arrêt de Klessoum aura en son sein des cellules pour mineurs, femmes, une église, une mosquée, un terrain de sport, un centre de réinsertion et une administration pénitentiaire. Pour un coût estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. L'entreprise chargée de la construction a un délai d'exécution de 6 mois. On quitte le terrain, on retrouve la salle avec la fin des conclaves du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Les travaux ont permis au Conseil d'adopter le plan stratégique triennal 2022 en faveur du développement local. Précision détaillée avec Ousmane Idriss Dakoum. Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles adopte son tout premier plan stratégique triennal 2020-2022. Le document validé conduira les actions à entreprendre dans les années à venir. Fruit d'un large consensus entre les différents acteurs de développement local, ce plan apportera des solutions aux problèmes que rencontre le développement local. Les hauts conseillers de la République ont apporté leur contribution et suggestions aux documents soumis à leur appréciation pour la bonne marche de l'institution. Quelques participants expriment leur satisfaction. Nous devons jouer notre rôle d'acteur principal
en vue d'une paix durable dans notre pays. Et pour une institution qui se respecte, il faut une feuille de route qui nous permettra de mieux appréhender la situation sur le terrain. Et nous avons adopté notre plan de stratégie afin de bien outiller notre mission qui est d'encadrer la population, d'éclairer le gouvernement. Le plan stratégique a 4 enjeux. D'abord, il y a l'enjeu de l'information, la formation, la mobilisation des acteurs locaux. Il y a le problème de l'ancrage de réponse aux défis locaux. Il y a également le problème de la cohabitation pacifique. Officiant à la cérémonie de fin de l'atelier sur l'adoption du plan stratégique triennal 2020-2022, le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles salue la qualité des résultats auxquels les participants sont parvenus. La pertinence de vos suggestions et recommandations témoigne du sérieux et de la hauteur de vue qui ont caractérisé vos échanges au cours de vos travaux. Il me plaît de vous adresser mes félicitations les plus sincères pour la qualité du travail abattu en un temps si court. Je puis vous rassurer que vos observations seront pleinement prises en compte dans la version finale de notre plan stratégique triennal qui sera désormais notre bienvenu. Organe catalyseur en matière de prévention et de gestion des conflits, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles participe à l'ancrage de la démocratie locale, mode de développement par excellence. L'initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad ITIE lance une campagne d'information et de sensibilisation, campagne qui couvre les 10 communes de la capitale, et c'est pour la vulgarisation du rapport annuel de l'ITIE. Haram Abdelkader Adam. L'initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad, ITIE, va à la rencontre des élus locaux de la capitale. L'objectif visé par cette institution, grâce à cette campagne d'information et de sensibilisation organisée à l'intention des délégués, conseillers communaux et chefs de carré, est de mieux se faire connaître, et c'est par le biais de la présentation de son rapport couvrant la période allant de 2015 à 2018. Pour le coordinateur adjoint de l'ITIE, qui s'est dit conscient de la nécessité de publier annuellement un rapport, la gestion transparente des ressources annuelles et de tenir compte des enjeux liés au développement durable constitue des préoccupations majeures. Il reste donc à relever le principal défi de la mise en œuvre, à savoir la publication régulière des rapports de conciliation, des chiffres et leur dissémination dans toutes les régions du Tchad, afin que l'information soit accessible, complète et compréhensible à tous sans distinction. Nous sommes tenus par l'exigence 7 de la norme ITIE de 2019 de résultats et impacts à divulguer régulièrement les données sur l'industrie extractive. Le maire premier adjoint de la commune du 7e arrondissement, Yoro Madiel Juzel, invite ses collaborateurs à transmettre le message clair et pertinent à la population afin qu'elle comprenne l'importance de l'ITIE et les activités qu'elle mène. Cette campagne de sensibilisation couronne les 10 communes d'arrondissement de la capitale. Approche didactique et qualité de l'alphabétisation des adultes, cas de la commune de Pala, c'est le thème de la thèse de doctorat en sciences de l'éducation de Madame Hamidé Abraz Rahama, une thèse soutenue à l'université de Maroua au Cameroun. Dr Hamidé a présenté ce matin le fruit de son travail à l'école normale supérieure de N'Djamena. C'était en présence de plusieurs personnalités. Dame Joël Litné. Elle est détentrice d'un doctorat PhD en sciences de l'éducation. Ce sacre, Dr Hamidé Abraz Rahama, l'a obtenu après 3 années de recherche sur le thème approche didactique et qualité de l'alphabétisation des adultes, cas de la commune de Pala, chef-lieu de la province de Mayo-Kébui Ouest. Cette thèse
Elle l'a soutenu à l'université de Maroua au Cameroun le 7 octobre 2019. La voilà aujourd'hui présentée à la communauté scientifique tchadienne et aux parents le fruit de son dur labeur qui revêt un intérêt particulier pour le Tchad en quête d'un développement durable. L'intérêt social de notre étude se situe à 3 niveaux qui sont la paix sociale, la santé et l'éducation. Sur le plan économique, les adultes alphabétisés sont à même de contribuer à la croissance économique en améliorant la qualité et la quantité de production. Dans ces pays à économie fortement basée sur l'agriculture et l'élevage, comme le Tchad, ces acteurs de développement sont en majeure partie handicapés par l'illettrisme. Pour qu'ils puissent jouer convenablement leur rôle, il faut nécessairement les alphabétiser. Pour les responsables de l'école normale supérieure de N'Djamena, l'élévation de Hamidé Abbas Rama au grade de docteur est un plus pour leur établissement. Vous avez brillé au niveau de l'ENS par vos qualités humaines, par votre goût de vouloir toujours apprendre, par votre sens d'organisation du département, l'un des plus démunis en ressources humaines, bref, par votre simplicité. Le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur se félicite de la détermination des enseignants à contribuer à la réussite de la politique publique de leur domaine par la qualité des résultats de leurs recherches. Nouren Suleiman profite de l'occasion pour saluer l'excellence de coopération qui existe entre le Tchad et le Cameroun en matière de l'enseignement supérieur. Dans le cadre d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer féminin, une conférence débat a été organisée hier à l'université ECCHAD. Les échanges ont porté sur les méthodes préventives du cancer du sein et du col de l'utérus. Garcetiemi. Ensemble, on est fort. La Ligue s'engage à faire passer le message et toi. C'est autour de ce thème que la Ligue tchadienne contre le cancer organise un débat à l'université ECCHAD suite au lancement du mois d'Octobre Rose. Objectif, sensibiliser les étudiants et mettre l'accent sur les moyens de prévention du cancer du sein et du col utérin. Composée de 4 panélistes, la présidente du comité d'organisation, Zara Brahim Itno, souligne que la question du cancer concerne tous, raison pour laquelle il faut être les ambassadeurs pour faire passer le message afin d'éradiquer ce fléau. Dr Manika Sepalouma relève les facteurs de risque sur le cancer du sein et du col. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'est attelée à faire la prévention, puisque nous n'avons pas le plateau technique chez nous. Et donc, on a dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Répondant à la préoccupation des intervenants liée au défi de l'évolution de la science pour éradiquer le cancer, Dr Manika Sepalouma estime que les études faites sont en cours. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé des médicaments après la vaccination contre le cancer. L'idéal serait la vaccination contre le cancer, mais il n'y en a pas. Mais néanmoins, il y a déjà le traitement. Beaucoup de cancers sont déjà guéris par la radiothérapie, par la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Il y a beaucoup de techniques qui font qu'une femme qui a le cancer du sein peut être guérie complètement. À l'époque, les femmes mouraient comme ça. Chaque Tchadien a droit à une vie saine sans cancer. C'est pourquoi la Ligue tchadienne contre le cancer entend poursuivre ses activités de sensibilisation jusqu'au 31 octobre. On en vient maintenant aux élections législatives et communales. La CENI se prépare à tous les niveaux de ses démembrements. En N'Djamena, un atelier sur la mise à jour de la cartographie électorale regroupe les responsables des communes de la capitale. Moussa Boudou Abdoulaye, compte rendu. À l'approche des élections qui pointent à l'horizon, la Commission électorale nationale indépendante CENI, en partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, forme le démembrement de la structure en charge des élections de 10 arrondissements et ceux de la ville de N'Djamena. Ils seront outillés durant 48 heures sur la chronologie des opérations, des cadres institutionnels et juridiques, ainsi que la cartographie électorale. La CENI nationale a bien voulu dispenser une formation à tous les démembrements. Il s'agit d'une formation qui se tient sur l'ensemble du territoire, sur les 23 provinces.
Actuellement, nos délégués, les membres de la CENI nationale, sont déjà en mission. Et c'est dans le même cadre donc, que nous la mettons en place ici. Nous la démarrons donc, pour la ville de N'Djamena. Donc ville de N'Djamena et les 10 arrondissements. Pour des élections libres, crédibles et transparentes, Issa Djidei, directeur général du bureau permanent des élections, l'un des formateurs, situe l'importance de ces assises. Nous avons changé de découpage administratif dans le pays et il est question maintenant d'adapter la cartographie électorale à la cartographie administrative actuelle. Et nul n'ignore l'importance justement de la cartographie électorale puisque c'est la cartographie électorale qui permet d'aboutir à ce qu'on appelle les bureaux de vote qui demain permettront aux citoyens, aux électeurs d'exprimer leurs droits civiques. Une fois formés, les responsables de la sous-CENI formeront à leur tour les 162 membres de la ville de N'Djamena. Dans le Ouada également, le gouverneur a lancé l'opération de mise à jour de la cartographie électorale et on en parle avec Hassabal Khamis. Cette cérémonie a vu la présence des autorités locales ainsi que les membres de démembrement de la CENI venus des différents départements d'Iwadaï, notamment Wara, Asunga, Abougdam et Djourfal Amar. Dans son discours de circonstance, le président de la sous-CENI provinciale d'Iwadaï, Dr Mohamed Al-Mahdi Ahmad, a dit que le pays se prépare actuellement à affronter une de ses plus importantes épreuves qui participe à consolider le processus démocratique. Les opérations de la cartographie électorale s'inscrivent dans ces registres, a-t-il lancé. Le délégué de la CENI d'Iwadaï, Gundul Vikana, a pour sa part indiqué que l'objectif visé par l'opération consiste en la vérification de la réalité de l'existence des centres de recensement et des lieux de vote qui ont été utilisés dans chaque département et dans chaque commune lors de l'enrôlement biométrique de 2015 et de recueillir également des corrections de nouvelles créations de centres de recensement et des lieux de vote. Le délégué de la CENI d'Iwadaï demande l'appui des autorités locales pour la réussite de cette opération de grande envergure. Lançant officiellement les travaux, le gouverneur de la province d'Iwadaï, Ramadan Erdoubou, a rappelé que depuis 1990, le pays est entré dans l'ère démocratique avec la création de plusieurs partis politiques et l'organisation de différentes élections. Pour le gouverneur, la présente opération s'inscrit dans ces processus démocratiques. Ramadan Erdoubou a lancé un appel aux autorités locales de prêter main forte aux collecteurs de données qui vont sillonner le terrain durant les 2 semaines. Parlant de la mesure prise par les hautes autorités du pays d'instaurer l'état d'urgence dans les 3 provinces, notamment les Ouadaï, les Sila et les Tibesti, le gouverneur de la province d'Iwadaï, Ramadan Erdoubou, a dit que cette mesure n'entravera en aucune manière le processus électoral, une mesure qui a amené le calme dans ces 3 provinces. Une cérémonie similaire a été organisée à Amtiman dans le Salamat, nous dit Kadadou Magé. Aller loin, il ménage sa monture, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi la CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'active pour la réussite des élections qui se pointent à l'horizon. Ce travail, selon le délégué de la CENI pour la province du Salamat, Mbaïndigim Lundirabe, consiste à remplir les formulaires des centres de recensement et des bureaux de vote de différents départements du Salamat afin de réviser le fichier électoral pour les futures échéances. Lançant la mise à jour de la cartographie électorale, le gouverneur a souligné que le président de la République Idriss Déby Itno accorde une importance particulière au processus électoral de notre pays. Weiding Assi Assoué met l'accent sur le travail bien fait. J'appelle par conséquent tous les acteurs à s'y mettre résolument au travail pour qu'à la fin de l'opération des données cartographiques du Salamat soit donc transparente et cohérente, répondant aux attentes de la CENI. J'instruis toutes les autorités administratives, civiles et militaires, et surtout les chefs traditionnels, à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération. 15 jours suffisent aux agents de disposer la cartographie électorale du Salamat.
Dans le moyen Chari à Sar, c'est le gouverneur Abadi Saïr Fadoul qui a lancé l'opération de mise à jour de la cartographie électorale. Amat Moussa. La dite cérémonie est organisée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en présence des autorités administratives, militaires, coutumières et bien d'autres invités. Cette opération requiert une démarche préalable et impérative. Pour le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par ailleurs délégué de la CENI de la province du Moyen Chari, Jean-Luc Benodita Auguste invite ses collègues à l'assiduité au travail car cette opération consiste à maintenir ou augmenter les bureaux de vote. Pour la réalisation de cette opération, des membres des démembrements de la CENI ont été formés du 9 au 10 octobre 2019 à l'effet de procéder au travail de collecte des données pour la mise à jour de la cartographie électorale nationale. Les données qui serviront de référence sont celles qui datent de 2015. Il est impératif de procéder à leur mise à jour. Quant au gouverneur de la province du Moyen Chari, il se réjouit tout d'abord de cette opération qui pourrait être en définitive la clé des élections. Souhaiter que ces élections puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Pour finir, le gouverneur de la province du Moyen Chari, Abadi Saïr Fadoul, a rappelé à toute l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante présente à mettre la main dans la pâte pour que ces élections à venir soient une réussite. Vous êtes sans ignorer que les échéances électorales, notamment les élections législatives, vont se dérouler dans un avenir très proche dans notre pays. À cet effet, mon souhait est celui de tous les acteurs prenants et que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions pour raffermir davantage notre jeune démocratie. Cette mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans la province du Moyen Chari, durera 15 jours. Dans le Sila, l'opération de mise à jour de la cartographie électorale a été lancée à Gosbeda, nous dit Ben Arabi Abdirazak. La mise en place de démembrement, la prestation de serment, la formation des membres de démembrement, la Commission électorale nationale indépendante est dans sa phase la plus cruciale, celle des collectes des données pour la cartographie électorale. Pour une bonne appropriation et la réussite de l'opération, une émission de la CENI conduite par Gomung Bagiré est à Gosbeida. Selon le chef des missions, cette phase consiste en la vérification effective des centres de recensement et des bureaux de vote. Compte tenu de la situation exceptionnelle de la province de Sila, Gomung Bagiré demande aux autorités administratives et traditionnelles de faciliter la tâche aux agents collecteurs. Dans son adresse, le secrétaire général de la province, Oumarou Sanda Makaché III, invite les collecteurs à la responsabilité afin que l'opération soit couronnée de succès dans le Sila. Il est vrai que ces agents rencontreront d'énormes difficultés sur le terrain, car les ressorts territoriaux ont changé, et c'est dire aussi que la plupart des bureaux de vote seront soit déplacés, soit annulés, soit jumelés, ou encore à créer d'autres pour répondre à l'attente de la CENI. J'invite tous ces agents au bon sens des responsabilités et à une bonne collaboration avec les autorités administratives et coutumières pour la réussite de cette opération tant attendue. L'opération débutera alors que la province est soumise à l'état d'urgence. Aussi, le secrétaire général de la province rassure que toutes les dispositions sont prises pour faciliter la mission des collecteurs. Dans le lac, l'opération a été également lancée à Bol. Reportage Bouloumi Mahamat. Après les mots de bienvenue du président de la sous-CENI provinciale, M. Abakar Kaila, le délégué de la CENI pour la province du lac, Mamad Sherif Ouardougou, a souligné que notre pays, le Tchad, dispose depuis 2015 d'un fichier électoral fiable qui comprend la liste nominative des électeurs, des centres de recensement et lieux de vote, tout en indiquant que cette opération de mise à jour de la cartographie électorale est indispensable pour la province du lac qui a connu l'insécurité engendrée par la secte Boko Haram. Pour ce qui concerne la province du lac, l'insécurité installée par les terroristes de Boko Haram a causé des mouvements de population sédentaires et nomades sans précédent.
En lançant officiellement cette opération de mise à jour de la cartographie électorale, le secrétaire général de la province du Lac, M. Sadik Katir Abdraman, a souligné que la concrétisation de la dite opération traduit la volonté des autres autorités pour l'organisation des élections libres, équitables et transparentes. Le secrétaire général de la province du Lac, Sadik Katir Abdraman, a invité les chefs traditionnels ainsi que les leaders coutumiers d'aider et faciliter le travail des agents collecteurs qui seront déployés sur le terrain. Pour mieux faire le travail, des kits composés de listes des bureaux de vote des Tchadiens de l'intérieur et des étrangers, les listings des différents centres de recensement et lieux de vote, des kits de premiers secours ainsi que d'autres matériels ont été mis à la disposition des agents collecteurs. Restons toujours dans la province du Lac où se déroule l'atelier de formation sur la lutte contre l'extrémisme violent, atelier organisé par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Mahamat Bouloumi, une fois de plus. Pendant 2 jours, les participants composés des imams, enseignants des écoles coraniques, les représentants des chefs traditionnels ainsi que les femmes prédicatrices vont échanger sur la lutte et la prévention de l'extrémisme violent ainsi que la promotion de la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. Le chef de la mission du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Omar Djibril Moumin, a souligné que le présent atelier vise à outiller les participants issus de différentes organisations sur la lutte et la prévention de l'extrémisme violent ainsi que la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. Lançant les activités de cet atelier, le secrétaire général de la province du Lac, Sadik Katir Abdraman, a tout d'abord remercié le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour cette noble initiative qui vise à lutter efficacement sur l'extrémisme violent et ses néfastes conséquences afin de contribuer à la paix et à la cohabitation pacifique. Le secrétaire général de la province du Lac, Sadik Katir Abdraman, a invité les participants d'être attentifs afin de bénéficier des riches thèmes qui seront dispensés par des éminents formateurs. Pour presque les mêmes objectifs, la députée Nouracham Ramadan se trouve dans le département de Dababa. Sur place, elle sensibilise la population sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Reportage Falambi Soulgan. Sensibiliser la population du département de Dababa en général et celle du canton Kindi sur la cohabitation pacifique est le souci de la députée Nouracham Ramadan à travers ce déplacement dans le dit canton. Le maire de Dababa, Aoudjali Youssouf Bachar, salue l'acte de la députée qui vise à sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Aoudjali Youssouf invite la députée à garder le même élan. Dans son adresse, la chef de la délégation Nouracham Ramadan rappelle aux uns et aux autres qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix. La députée Nouracham Ramadan a saisi cette opportunité pour appeler les filles et fils du département de Dababa à l'unité et à la cohabitation pacifique et surtout d'accompagner la politique du président de la République Idriss Déby Itno qui prône la paix. Au cours de cette cérémonie, la députée Nouracham Ramadan a offert des équipements sportifs aux jeunes et a posé la pierre de construction de la commune de Kinti. Dans le même registre, le réseau des artistes Voix de Vivre Ensemble entend organiser une caravane de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble à partir du 25 octobre prochain. L'annonce a été faite ce matin lors d'un point de presse du directeur artistique Issa Digadimbay. Extrait. Le réseau des artistes Voix de Vivre Ensemble a décidé de mener une campagne de proximité pour sensibiliser nos parents dans le cadre de conflits intercommunautaires. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis ici pour vous dire et pour vous présenter et pour vous faire savoir ce que nous avons déjà préparé pour mener cette campagne. Le réseau a déjà réalisé 3 clips vidéo qui parlent spécialement sur la promotion de vivre ensemble, sur le conflit intercommunautaire, sur le problème ça se passe dans les pâturages et tout. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent et qui causent de mort d'hommes. Et en plus, nous avons aussi réalisé 15 épisodes qui traitent aussi le problème des conflits. Et maintenant,
les localités qui sont retenues pour la campagne, on a maintenant la province de Wadaï, de Sila, du Bata et Wadifira. Et en plus, on a le Mayo-Kwebi Est, Mayo-Kwebi Ouest, la Tangile et le Moyen Chari. Le secrétaire général du MPS du Moyen Chari a installé les membres du bureau de soutien la réussite du MPS. Dieu de nos coups, reportage. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, MPS de la province du Moyen Chari, Mahamat Boka Ramadan, qui avait à ses côtés les camarades militants et militantes du MPS. Militants et militantes du bureau de soutien dénommé Réussite du MPS ressortissant du Canem, Borkou, Enedi, TBST, BET, LAC, Bar El Ghazel, Adjar Lamis, ont massivement répondu présent. Le coordonnateur premier adjoint du dit bureau, Abakar Youssouf, souligne que c'est un grand jour, car c'est grâce aux efforts conjugués de tout un chacun que cette union a pu voir le jour. Il exhorte les militants et militantes du MPS à prôner la paix, l'amour et le pardon. C'est un bureau composé de 21 membres, dont 15 conseillers, avec comme coordonnateur général Mahamat Nour Abakar Yesko, qui n'a pas manqué de remercier les cadres du mouvement patriotique du salut de la province du Moyen Chari de leur présence à cette cérémonie. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, MPS de la province du Moyen Chari, Mahamat Boka Ramadan, s'est dit fier de ce bureau qui a su faire et continue de faire ses preuves dans la province du Moyen Chari pour son militantisme avéré. Je vous demanderai tout simplement de continuer à nous soutenir avec de manière à ce que lors des législatives qui pointent à l'horizon et les futures élections communales, que le MPS puisse encore gagner dans la province du Moyen Chari. Une production théâtrale et des danses folkloriques ont mis un terme à cette cérémonie d'installation du bureau de soutien Réussite du MPS. Les responsables du projet d'appui au district phase 2 affinent leur stratégie de communication dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans la province du Moyen Chari. On en parle avec Laurent Guy Valérie. Il s'agit d'actualiser le plan intégré de communication avec la participation de l'ensemble des acteurs et des personnes ressources du domaine de l'information, de l'éducation et de la communication de la province en vue de répondre aux différents changements réalisés dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui au district PADS. Dans son mot de bienvenue, le conseiller technique du PADS Bangou Jean-Bernard indique que le souci de son institution est d'avoir une meilleure adhésion des acteurs impliqués dans les activités sanitaires du Moyen Chari. Autrement dit, il souhaite améliorer la qualité des soins dans la province à travers ce plan intégré de communication. Le gouverneur Abadi Saïr Fadoul déclare que le Tchad souffre ces derniers temps d'une trop lente et faible réduction de la mortalité maternelle et infantile, ce qui nécessite des investissements pour ramener cette mortalité à 500 décès sur 1000 naissances prévues par la politique nationale de la santé. Ainsi, Abadi Saïr Fadoul exige des participants une responsabilité lors de cet atelier afin d'atteindre l'objectif de la politique des hautes instances du pays en matière de santé de la population. Il a félicité le PADS et souhaite que le projet investissent davantage des efforts pour assurer la meilleure gestion des ressources du système de santé. De Sar, nous sommes à Moundou, dans le Logone occidental, où une consultation publique sur le rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation de Bemangra et de Badila a été organisée.
organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche à travers la direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances. Cette rencontre a pour but d'informer toutes les parties prenantes du projet d'exploitation pétrolière de Mangara et Badila géré par la société Glencore. Il s'agit d'une centaine de personnes émanant de l'administration centrale, des autorités locales, les ONG, les associations de la société civile et des personnes ressources ont pris part à cette rencontre. Après présentation des différentes études axées sur le patrimoine culturel, le plan de gestion environnementale et sociale, la prévention des déversements et le plan de compensation, les participants se sont relayés pour donner leurs avis et recommandations. En réalisant l'étude d'impact environnemental et social, la société Glencore entend honorer ses engagements. Pour répondre à ses obligations contractuelles d'une part et d'autre part satisfaire aux exigences des lois, conventions et arrêtés relatifs à la protection de l'environnement, la compagnie s'était engagée en 2012 à faire une étude d'impact environnemental et social qui a servi de base à Glencore pour la conduite de ces opérations jusqu'à nos jours. Le directeur des évaluations environnementales de la lutte contre les pollutions et les nuisances, Dimasengar Madide, représentant le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, a signifié que cette consultation publique vise l'implication de toutes les parties concernées par ce projet. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a pour sa part insisté sur la volonté manifeste du gouvernement à la protection de l'environnement. Le gouvernement de la République du Tchad, sous le patronage de son Excellence le président Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est engagé à assurer le développement de notre pays dans un environnement préservé. C'est notre préoccupation justifie pleinement l'adhésion de notre cher pays, le Tchad, aux diverses conventions internationales sur le développement durable et la protection de l'environnement. Des échanges constructifs qui ont été dégagés au cours de cette rencontre ont permis d'améliorer le contenu de ce document qui sert de base à la société Glencore pour la conduite de ses opérations. Le préfet du département de Barazoum a assisté ou a présidé plutôt la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton de la localité. Le rituel a vu la présence de plusieurs personnalités. Ben Arabi, Abderrazak, reportage. Au terme du décret 1604 du 30 septembre 2019, Mohamed Brahim Birkebakhit est nommé chef de canton Barazoum dans la commune de Koukou-Angarana, département de Koukou-Angarana. Il remplace son frère Mohamed Brahim Bakhit. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence des proches et d'un nombre imposant d'invités venus des villages environnants. Après la lecture du verset du Noble Coran, le préfet de Koukou-Angarana, Ismail Abdoulaye Zourgan, a rappelé que le département est soumis à l'état d'urgence. Occasion d'inviter le nouveau chef de canton à jouer un rôle de rassembleur et surtout d'appeler la population à remettre volontairement les armes. Mohamed Brahim Birkebakhit s'engage d'ores et déjà à mener des sensibilisations pour la cohabitation pacifique. Le turban remis par le représentant du sultan de Darsula, des exemplaires du Noble Coran remis au nouveau chef de canton par le président du comité islamique de Silla et des proches du chef de canton ont constitué le temps fort de la cérémonie. Amdam, c'est le préfet du département de Djourouf Al-Ahmar qui a installé le nouveau préfet de la tribu arabe Hawazme. Djiddo Mohamed Barka. La tribu arabe Hawazme est l'une des anciennes composantes de chefferie traditionnelle de Djourouf Al-Ahmar. Le nouveau chef de tribu arabe Hawazme, Cheikh Hissène Abouras An-Nour, a été nommé par décret numéro 830 du 10 juin 2019. Dans son mot d'introduction, le maire de la ville d'Amdam, An-Nour Ali, a au nom de la population souhaité au nouveau chef de tribu plein succès dans ses nouvelles fonctions. Pour sa part, le président du comité d'organisation, Abderrahim Al-Habbo, a salué la politique du gouvernement prônée par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui œuvre sans relâche pour la consolidation de l'unité nationale, la paix, la stabilité et le développement du monde rural. Installant le nouveau chef de tribu arabe Hawazme dans ses fonctions, le préfet du département de Djourouf Al-Ahmar
Achafi Issa Abo a rappelé au chef de tribu Arab Hawazme sa mission qui consiste à œuvrer aux côtés de l'administration pour le maintien de la paix et la sécurité des populations et de leurs biens. S'agissant des mesures de l'instauration de l'état d'urgence, le préfet a exhorté le nouveau chef de tribu au respect strict de ces mesures pour le bien-être de la population. Présent à cette rencontre, le sultan du Darwadaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, a invité la population de Djuruf al-Ahmar de cultiver l'esprit de vivre ensemble et de remettre volontairement les armes à feu aux autorités compétentes afin de permettre aux différentes communautés de vivre dans la quiétude. Le nouveau chef de tribu arabe Hawazme, Cheikh Hussein Abouras An-Nour, a adressé ce sincère remerciement aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne en le nommant à la tête du tribu arabe Hawazme. Cheikh Hussein Abouras An-Nour entend collaborer avec les différents chefs traditionnels pour le développement socio-économique et culturel de la localité. L'enroulement du turban au niveau chef de tribu par Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, symbolisant la chefferie traditionnelle, et la remise des cadeaux aux différents responsables de la danse traditionnelle ont mis terme à la cérémonie de l'intronisation. Et nous allons refermer ce journal avec la fin de la formation des formateurs en andragogie organisée à l'intention des enseignants du Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement. C'est un reportage de Varelach. Ces bénéficiaires de la formation sur l'andragogie, une discipline destinée aux adultes, interviennent au sein du COFID, Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement. Ils sont outillés sur divers thèmes à savoir la définition de la pédagogie, les techniques d'animation, la préparation des unités d'enseignement et bien d'autres. La clôture de cet atelier de formation des formateurs se déroule concomitamment avec la reprise des activités académiques 2019-2020. Le ministère de la Santé publique s'est fait représenter par le chef des services adjoints de la formation initiale, Sabre Ousmane Matak. Une rentrée des classes placée sous le signe de la renaissance du COFID où règne la discipline et la rigueur. La rigueur, encore la rigueur et toujours la rigueur. Il n'y a pas de gâteau ici. Pas parce qu'on s'est inscrit dans une école privée et après sa formation, parce que j'ai payé la totalité de mes frais de scolarité, que je ne dois pas reprendre. Ici, on reprend. Puisque vous êtes chargé de la vie humaine et la santé. Il faut toujours la qualité. Dans la même veine, le chef des services adjoints de la formation initiale du ministère de la Santé publique, Sabre Ousmane Matak, a focalisé son intervention sur le respect du corps enseignant. Car, dit-il, la santé humaine nécessite des connaissances approfondies en la matière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.